Et donc, on va se rendre sur la page qualité de l'eau et je vais passer la parole à Laura pour démarrer le webinaire. Oui, merci Constance. Rebonjour à celles et ceux qui sont arrivés en cours de route tout à l'heure quand j'ai dit bonjour. Juste en petit préambule quand même, parce que il y a quand même 30% des personnes là qui semblent bien impliquées dans les instances de l'eau et qui sont probablement plus accoutumées que nous le sommes sur la question de l'eau. On n'est pas des experts de l'eau à Agrobio 35, mais on travaille beaucoup avec ce sujet-là, puisque la bio est identifiée comme étant une des solutions pour reconquérir la qualité de l'eau. Et donc, c'est surtout sur ce volet-là qu'on va apporter des connaissances. Donc, les éléments de compréhension des enjeux globaux sur l'eau sur l'île-et-Vilaine, vous n'hésitez pas dans les questions-réponses aussi à faire des remarques complémentaires pour apporter des éléments de compréhension qu'on n'aurait pas apportés de notre côté. Donc, simplement pour replacer dans le cadre très général, c'est toujours intéressant, je trouve, de prendre un peu de hauteur et de se rappeler qu'on est dans un objectif national qui était fixé là entre 2008 et 2018. L'État s'était donné 10 ans dans le cadre du plan Éco-Phyto pour diviser par 2 l'utilisation des produits phytosanitaires. Et le constat apporté par une étude de la Cour des comptes montrait que finalement, au bout de 7 ans, entre 2009 et 2016, on était plutôt à une augmentation de 12% de l'utilisation des produits phyto, donc très très loin des objectifs qui étaient initialement prévus par le plan Éco-Phyto. Et on va voir que c'est un des enjeux principaux qui aujourd'hui porte préjudice à la qualité de l'eau, en particulier en Bretagne. Au niveau du coût, donc on revient un petit peu sur la question qui vous a été posée en introduction sur est-ce que le développement de l'agriculture bio est plus ou moins coûteux que celui de la dépollution de l'eau. Donc là, ce n'est pas une comparaison avec le développement de l'agriculture bio, mais on a plusieurs études qui essayent d'estimer en tout cas les coûts directs de la dégradation de la qualité de l'eau vis-à-vis de la pollution par les engrais azotés et les pesticides. Et aujourd'hui, le chiffre qui est qui circule le plus, en tout cas, c'est le chiffre de 54 milliards d'euros annuels pour la dépollution de l'eau par les engrais azotés et les pesticides, soit, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près l'équivalent du budget annuel de la PAC. Donc, un montant qui est non négligeable. Et on reviendra un petit peu plus après en détail sur la comparaison au coût d'un soutien à une agriculture respectueuse de la qualité de l'eau. Si on zoome un petit peu plus au niveau local, donc au niveau du bassin Loire-Bretagne, qui ne concerne pas uniquement la région Bretagne, mais qui est celui dans lequel nous sommes inclus, le schéma directeur du bassin fixait un objectif d'atteinte de 61% des masses d'eau en bon état écologique. L'état écologique étant l'association entre l'état biologique et l'état physico-chimique de l'eau. Et donc, en comparaison à la situation actuelle, nous sommes actuellement à 24% des masses d'eau qui sont en bon état sur le bassin Loire-Bretagne. Donc, on est encore bien loin de l'objectif qui était fixé par le schéma directeur sur lequel on va également revenir un petit peu plus en détail. Si vous êtes intéressé pour aller regarder de plus près à quoi ressemble l'état physico-chimique et l'état biologique des masses d'eau par chez nous, on vous a remis à chaque fois, et c'est la même chose sur l'ensemble des items, les sources à partir desquelles on tire nos chiffres qui vous sont annoncés ici. Et donc là, vous pouvez aller directement en cliquant sur le lien sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui reprend l'ensemble des paramètres de la qualité de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne. Et donc, en zoomant un petit peu plus, à l'échelle de la Bretagne, cette fois-ci, vous avez ici la carte de la qualité de l'eau, enfin de l'état écologique des masses d'eau. Donc, on voit qu'on a la majorité des masses d'eau qui sont sur la partie est de la Bretagne dans un état médiocre, voire mauvais, donc avec un enjeu de reconquête de la qualité de l'eau qui est significatif sur notre territoire breton. Lorsqu'on regarde l'évolution dans le temps, donc vous avez à droite ici un graphique qui répartit les masses d'eau en fonction de leur état écologique. Entre 2006 et 2017, on voit qu'on passe de 4% en 2006 des masses d'eau en mauvais état écologique à aujourd'hui, en 2017, à 15% des masses d'eau qui sont en mauvais état écologique.
Donc, on a un vrai enjeu sur le territoire breton, avec plutôt une tendance à l'augmentation de la pression sur un certain nombre de masses d'eau, qui fait qu'on est vraiment dans une nécessité de se préoccuper de ce sujet-là sur notre territoire. Pour que vous compreniez un petit peu, j'ai évoqué le bassin Loire-Bretagne sur lequel nous sommes situés actuellement. On est dans un schéma avec plusieurs échelles là, sur les objectifs de reconquête de la qualité de l'eau. Le premier cadre auquel on doit répondre, c'est celui de la directive cadre européenne qui fixe les grands objectifs d'atteinte de la qualité de l'eau. Et ensuite, on a une déclinaison et une gestion par sous-unité en France, du coup, qui se fait à l'échelle des grands bassins versants. On en a 7 à l'échelle métropolitaine, plus les bassins outre-mer, qui sont aujourd'hui administrés par 6 agences du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, chez nous, on est sur le grand bassin versant Loire-Bretagne qui est administré par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Lorsqu'on regarde au niveau de l'Ille-et-Vilaine, on a une réorganisation avec une déclinaison des objectifs. Donc, pour préciser, chaque grand bassin aujourd'hui à l'échelle nationale a adopté un schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, les fameuses DAGE, qui aujourd'hui déclinent du coup les grands objectifs à l'échelle de son territoire. Et pour nous, donc c'est ce qu'on disait précédemment, au niveau de Loire-Bretagne, on avait un objectif pour le SDAGE qui arrive à échéance en 2021 de reconquête de 61% des masses d'eau pour lesquelles atteindre le bon état écologique. Et on a du coup le prochain SDAGE, 2022-2027, qui maintient cet objectif-là de reconquête de la qualité de l'eau à horizon 2027. À l'échelon inférieur, donc lorsque on passe en dessous du niveau du SDAGE, donc en dessous du bassin Loire-Bretagne, on va avoir des bassins versants locaux qui, eux, déclinent le schéma directeur d'aménagement de gestion de l'eau à un échelon inférieur et via un nouveau schéma qui s'appelle le SAGE, donc le schéma d'aménagement de gestion de l'eau, qui respecte le schéma directeur qui est à l'échelon supérieur, mais qui vient en plus intégrer des enjeux locaux. Et ensuite, pour la mise en œuvre des actions et des objectifs qui sont fixés dans le cadre du SAGE, on a ce qu'on appelle, chez nous, c'est particulièrement marqué sur la Bretagne, des contrats territoires de bassin versant qui se mettent en œuvre à l'échelle des sous-bassins versants. Donc aujourd'hui, en Ille-et-Vilaine, vous avez ici sur cette carte, en couleur, les différents territoires de bassin versant avec lesquels aujourd'hui nous, on travaille, donc pour lesquels on est associé en maîtrise d'ouvrage sur ces territoires-là, et qui décline un certain nombre d'actions visant à reconquérir la qualité de l'eau. C'est l'organisation actuelle. À partir du 1er janvier 2022, on va avoir une nouvelle réorganisation de ces territoires. Un certain nombre d'entre vous là, sont sûrement au courant, mais avec une simplification de l'organisation administrative de ces contrats de territoire, avec une fusion d'un certain nombre de syndicats de bassins versants. Et donc, chez nous, on va essentiellement avoir là, tous les bassins versants qui sont sur la partie centrale et sud, qui vont se réorganiser en 2 grosses unités, qui vont être l'unité est de la Vilaine-Amont et l'unité ouest de la Vilaine-Amont. Plus au sud, on aura l'unité de gestion de la Vilaine-Aval. Et ensuite, sur les territoires qui sont au nord, là, vous aurez le territoire du Couesnon, qui fera fusionner 3 contrats de territoire entre eux. Et puis à l'ouest, nous, le territoire par lequel on est concerné, c'est le bassin versant du Linon, qui va rejoindre le territoire de la Rance. Voilà, donc tout ça pour vous dire on restera sur une organisation contrat de territoire, mais les structures administratives vont fusionner de manière à ce qu'il y ait une simplification de la gestion de ces contrats de territoire. Mais on aura toujours une déclinaison locale du schéma directeur du bassin Loire-Bretagne. Voilà pour le contexte général, que vous ayez un petit peu les éléments de langage avec lesquels on travaille dans ce cadre de la gestion de l'eau. Je vais maintenant aller sur les sujets qui nous intéressent un petit peu plus aujourd'hui, qui sont de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au sujet de l'agriculture et de l'agriculture bio vis-à-vis de cet enjeu qualité de l'eau. Donc,
À l'échelle nationale, on est à peu près à 45% de la superficie du territoire qui est occupée par l'agriculture. En Bretagne, on est plutôt autour de 60-62% de la superficie de la région qui est occupée par de la surface agricole. Donc, l'enjeu agriculture vis-à-vis de la qualité de l'eau, mais vis-à-vis des enjeux environnementaux en général, est vraiment important, puisqu'on va être sur la principale occupation du territoire. On a deux grosses problématiques que l'on retrouve dans la qualité de l'eau en Bretagne, qui sont les nitrates et les pesticides, du coup, qui sont tous deux principalement issus de l'activité agricole chez nous. Sur les nitrates, on va retrouver essentiellement comme cause principale des nitrates retrouvés dans l'eau, la gestion des déjections animales, les urines et les bouses, et également tout ce qui est utilisation de fertilisants azotés, l'azote minéral qui est épandu sur les cultures et dont on va retrouver des éléments dans l'eau derrière. Donc, ce sont les deux principaux éléments aujourd'hui qui fait qu'on retrouve des nitrates dans l'eau en quantité supérieure à ce qu'on devrait avoir pour respecter les normes de potabilité de la qualité de l'eau. Et ensuite, l'enjeu pesticides. Donc là, vous connaissez tous l'usage des pesticides qu'on a aujourd'hui sur les cultures, avec deux enjeux principaux en termes de substances que l'on retrouve dans l'eau, qui sont le glyphosate et les molécules de dégradation du glyphosate et les molécules issues des désherbants du maïs, qui occupent quand même une surface non négligeable chez nous en Ille-et-Vilaine. Pour remettre dans le contexte quand même, dézoomer un petit peu, parce qu'on dit souvent l'agriculture n'est pas la seule responsable. Effectivement, c'est vrai. On a également des rejets, notamment d'industries qui peuvent participer à la pollution de l'eau. Mais quand même, en particulier sur le volet pesticides, l'agriculture en France aujourd'hui représente 95% des pesticides qui sont vendus en France. Donc, on peut difficilement mettre de côté cette activité dans la part de pesticides que l'on retrouve dans la qualité de l'eau aujourd'hui. Et pour que vous vous représentiez également l'enjeu, on est à peu près chaque année à 400 captages qui sont abandonnés pour cause de pollution agricole et donc qui ne sont plus exploitables pour approvisionner en eau les populations. Donc ça, c'est pour le schéma général et que vous ayez bien en tête que voilà, les deux grosses problématiques sur lesquelles on va se concentrer principalement chez nous, ce sont comment réduire les pesticides, du coup, leur usage dans l'agriculture pour diminuer leur impact sur la qualité de l'eau et comment réduire également les pertes en nitrates que l'on pourrait retrouver dans la qualité de l'eau et qui sont issues des usages agricoles. Maintenant, si on fait un focus sur l'agriculture bio, et ce pourquoi nous, on promeut aujourd'hui l'agriculture bio et ses pratiques comme levier d'action pour la reconquête de la qualité de l'eau, on a, donc vous le savez, un cahier des charges aujourd'hui à respecter lorsqu'on pratique une agriculture sous le label de l'agriculture biologique qui nous interdit d'utiliser les fameux engrais minéraux, les pesticides de synthèse, et également d'autres éléments comme les OGM ou la limitation de l'usage des traitements vétérinaires ou des additifs alimentaires qui ont un impact moins important que les deux premiers sur la qualité de l'eau, mais qui participent quand même à une gestion durable de l'environnement. Au-delà du cahier des charges, qui sont des règles auxquelles on ne peut pas transiger, on a un certain nombre de pratiques qui découlent de ce cahier des charges et qui participent à avoir également un entretien de l'environnement et de la qualité de l'eau derrière, qui sont les rotations culturales qui sont bien allongées et qui incluent quasiment systématiquement des cultures herbagères, une part importante de prairies et de légumineuses dans les rotations, donc c'est ce que je disais précédemment, avec notamment l'inclusion de légumineuses qui viennent pallier à la non-utilisation des engrais minéraux, mais qui viennent fixer l'azote de l'air pour satisfaire les besoins en azote des cultures. L'implantation d'infrastructures agro-environnementales pour favoriser les auxiliaires dont on a besoin en bio pour gérer les éventuels pathogènes et qui viennent, par rapport à la question de la qualité de l'eau, également améliorer du coup la structuration du sol et améliorer également la gestion des risques érosifs que l'on peut observer et qui sont également
qui ont également un impact sur la qualité de l'eau. L'utilisation de la biodiversité de manière élargie et également l'objectif d'autonomie alimentaire des élevages qui implique donc de maximiser le pâturage et donc d'avoir une gestion vraiment réfléchie de la répartition des déjections sur les surfaces en herbe et également une augmentation de la surface en herbe dans la plupart des fermes en élevage, qui sont quand même la majorité chez nous. On parle principalement ici parce qu'on est sur le volet qualité de l'eau, de la gestion qualitative de l'eau, mais on a également de plus en plus d'études qui viennent montrer qu'en termes de gestion quantitative, l'agriculture bio a également un rôle à jouer favorable vis-à-vis de cet enjeu-là, qui est principalement lié à des objectifs de rendement qui sont inférieurs en bio et donc à des besoins en irrigation qui sont moindres en comparaison avec une agriculture conventionnelle, classique. Et également tout un tas d'études qui montrent qu'effectivement, les pratiques de l'agriculture biologique favorisent les propriétés agronomiques du sol, avec notamment une meilleure rétention de l'eau et donc une moindre nécessité d'irrigation par la suite également. Vous retrouverez ici à droite deux études sur lesquelles on s'appuie souvent, une étude de l'INRAE et une étude de l'ITAB, qui viennent apporter des éléments chiffrés et scientifiques aux différents éléments qu'on apporte ici et qui montrent effectivement toutes les externalités positives qu'apporte l'agriculture biologique pour répondre à l'enjeu de reconquête de la qualité de l'eau. Et donc, vous avez là, dans cet encart-là, vraiment les éléments qu'il faut retenir, à savoir du coup que l'agriculture bio utilise 0 produit phytosanitaire, n'utilise pas d'azote minéral, qui sont donc les deux enjeux principaux sur la qualité de l'eau chez nous, qu'en moyenne, on est entre 35 à 65% de pertes en nitrate en moins sur les cultures en bio. Donc, en moyenne, on est sur du 40% et qu'on diminue les risques d'érosion et on améliore les propriétés structurales du sol qui va de pair, du coup, avec la diminution des risques d'érosion. Voilà pour ce qui est de la qualité de l'eau en lien avec l'agriculture et l'agriculture bio. Je pense qu'on va prendre peut-être quelques questions-réponses s'il y a besoin avant de passer sur le volet alimentation. Oui, tout à fait. Après ce premier quart d'heure, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole à l'oral ou indiquer votre question directement dans la fenêtre de conversation? Voilà, on a prévu 2-3 minutes là, donc n'hésitez pas à Oui, prendre la parole. oui, Thierry Bonjour. Panager. Bonjour, je suis conseiller municipal à Servon-sur-Vilaine et membre de la commission eau du pays de Château-Giron. Je voudrais revenir un petit peu sur les chiffres, hein. Pour les nitrates en Bretagne, en effet, toutes les prises d'eau superficielles dédiées à la production d'eau alimentaire sont conformes, c'est-à-dire inférieures à 50 mg par litre depuis à peu près une petite dizaine d'années. Donc, bon, toutes les eaux en Bretagne maintenant sont conformes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Bon, bien sûr, 50 mg, ça peut paraître en effet un petit peu élevé encore, mais il y a eu quand même des gros progrès de fait. Alors, soit en effet par en effet l'abandon d'un certain nombre de prises d'eau, hein, mais aussi par des efforts qui ont été faits en matière de traitement des effluents. Donc, voilà, il y a quand même une amélioration qui est largement insuffisante, puisque en effet, il serait souhaitable d'avoir des teneurs inférieures à 25 mg par litre, voire moins pour éviter le phénomène de prolifération d'algues vertes, hein, où là, il faudrait revenir à des chiffres qu'on avait en 1976 qui sont de l'ordre dans les années 70, quasiment toutes les prises d'eau superficielles en Bretagne étaient inférieures à 10 ou 6 mg par litre. Donc, voilà, c'est plutôt les teneurs qu'on devrait viser pour éviter le phénomène algues vertes. Pour ce qui est des phytosanitaires, votre chiffre, il date un petit peu parce que depuis, il y a eu la loi Labbé. Et en fait, depuis 2019, en effet, toutes les collectivités ont une interdiction d'utiliser des phytosanitaires et depuis 2020, tous les particuliers. Donc, les 95%, à mon avis, c'est un peu minoré. Aujourd'hui, en effet, sauf dérogation, seule l'agriculture utilise des phytosanitaires en France.
Donc, bon, là, moi, je pense qu'en effet, le chiffre aujourd'hui, il est beaucoup plus près de 99 et quelques pourcents. Donc, voilà, un chiffre à mettre à jour. Bon, alors, sur les phytosanitaires, c'est vrai que c'est un problème majeur. Je confirme les chiffres, en effet, par contre, de coût du traitement. Hein. Bon, il ne s'agit pas simplement d'un coût, hein, il s'agit d'une triple peine, hein, pour l'usager, hein, qui a des produits agroalimentaires qui sont d'un coût élevé à cause de cet apport financier dans le système agroalimentaire de phytosanitaire. Donc, il paye déjà la redevance phyto, hein, qui est payée par les agriculteurs quand ils achètent des phytosanitaires. Il paye ses produits donc plus chers. Il a aussi un coût en termes de santé publique, hein, puisqu'en effet, il y a un certain nombre de pathologies qui sont liées aux phytosanitaires. Et puis, il paye aussi le traitement de l'eau. Donc, voilà, c'est la triple peine, hein, pour l'usager. Donc, c'est bien évident qu'aujourd'hui, l'enjeu est très, très fort en matière de qualité d'eau, voilà, d'éliminer tous ces phytosanitaires. L'agriculture reste quasiment le seul utilisateur, donc il est vraiment pointé du doigt aujourd'hui. Donc il y a un bénéfice extrêmement fort à éliminer ces phytosanitaires, donc à passer au bio. Alors bon, on va peut-être parler un petit peu plus tard des moyens qu'on peut avoir, mais toutes les eaux en Bretagne sont contaminées par des phytosanitaires, hein, toutes les eaux superficielles en tout cas. Bon, je rappelle les chiffres, hein, 75,4% de l'eau qui est produite en Bretagne provient des eaux superficielles, hein, donc les plus vulnérables par rapport au monde, enfin aux pollutions agricoles. Et en dernier lieu, un petit point que je voudrais mentionner, qu'il ne faut pas oublier, c'est il y a un sujet qui est montant, c'est les résidus de médicaments, et notamment de médicaments vétérinaires. Aujourd'hui, alors bon, on s'en préoccupe, hein, il y a une récente étude de l'École des hautes études en santé publique qui a montré en effet la présence récurrente de résidus de médicaments vétérinaires dans les eaux en Bretagne, hein, tant dans les eaux superficielles que dans les eaux souterraines d'ailleurs. Donc, bon, c'est une étude que moi j'ai financée par ma structure, donc je la connais très bien. Donc, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité, qu'il ne faut pas éliminer. Et je pense qu'en effet, l'agriculture biologique est une réponse évidente à cette problématique, nouvellement, depuis le début des années 2000, prise en compte de résidus de médicaments. Et vétérinaires spécifiquement en Bretagne, puisque je rappelle, selon les sources agrestes, hein, à peu près 50% du lait français est produit en Bretagne, 50% des œufs, enfin 60% de la viande de porc. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions très précieuses. Est-ce qu'il y a une autre intervention ou question avant de reprendre et de faire le lien entre qualité de l'eau et alimentation? Et est-ce que Laura, tu veux réagir par rapport à ce qui vient d'être Non, je dit? suis tout à fait d'accord. Merci pour ces précisions. Effectivement, pour les pesticides, effectivement, avec la loi Labé, les chiffres ont probablement évolué. On n'a pas les dernières données sourcées, donc on a effectivement donné cette valeur-là, mais je pense que la tendance d'aller vers plus se rapprocher du 100% est juste. Et puis pour les nitrates, effectivement, on a certains territoires qui restent encore, de mémoire, on a encore quand même 13% des cours d'eau en Bretagne qui sont déclassés sur le paramètre nitrate, mais c'est vrai que ce n'est pas l'enjeu principal par rapport. Enfin, disons qu'il y a moins de territoires qui sont concernés que par le volet pesticides. Merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres interventions ou précisions ou questions, Anne, c'est à toi. Je continue. On voulait faire un petit rappel qui peut paraître évident, mais qui est important pour nous, puisqu'on a vu avec l'intervention de Laura que le développement de surface en bio peut permettre d'agir sur la qualité de l'eau, mais on ne peut pas agir que sur le développement de surface en bio directement.
puisque pour inciter à ce développement, il faut que les filières soient organisées pour valoriser les nouvelles productions qui vont être mises en place et que les consommateurs soient au rendez-vous pour cela. Donc, c'est aussi pour rappeler l'importance de lier les politiques de l'eau avec les politiques alimentaires du territoire. Je pense notamment au projet alimentaire de territoire, mais il peut y avoir d'autres types de politiques. C'est vrai que pour dire aux agriculteurs de changer, il faut aussi que les consommateurs changent de leur côté et changent leur assiette, voilà, pour que les efforts qui soient faits du côté des agriculteurs soient rémunérés. Et ça veut dire aussi de pouvoir travailler globalement sur l'éducation à l'alimentation, sur l'accompagnement du changement de comportement alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui a été bien identifié, par exemple. On a perdu Anne, j'ai l'impression. Petite coupure, Anne, si tu peux peut-être retirer ta caméra et laisser juste le son. Ça n'a pas l'air d'avoir. Accompagner des foyers qui sont peu ou pas sensibilisés à l'alimentation sur augmenter leur consommation en produits bio et locaux à coût constant. Anne, excuse-moi, je te coupe. On t'a perdu 30 secondes là. Donc Putain. peut-être retirer ta caméra et je vais nous faire ça. répéter la phrase. Bon. Voilà, c'était pour, alors je pense que c'était sur la question de l'éducation à l'alimentation, c'était pour dire que c'est important de travailler avec les agriculteurs à leur changement de pratique, mais il faut que de l'autre côté, les consommateurs soient au rendez-vous et puissent agir sur leur assiette, c'est-à-dire changer les comportements alimentaires. Je disais que le programme Terre de Source, par exemple, qui vise à introduire de plus en plus de produits qui sont favorables à la qualité de l'eau dans la restauration collective, soutient de nombreuses initiatives qui vont dans ce sens de l'accompagnement au changement de comportement alimentaire. Et je citais en exemple l'initiative et le déploiement des défis foyers alimentation positive. Un autre frein au changement de l'alimentation, c'est l'accessibilité aux produits, et là aux produits biolocaux dans notre cas. On sait que ces freins peuvent être socioculturels, mais ils peuvent être aussi spatials, c'est-à-dire, donc c'est un programme de recherche, le programme de recherche Frugal qui l'a bien mis en évidence, c'est-à-dire qu'il faut que les produits soient disponibles au plus près de chez soi aussi si on veut que les personnes aillent de plus en plus vers cette consommation-là. Et cela implique d'avoir des systèmes alimentaires locaux plus denses, plus diversifiés. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne soutient de plus en plus ce type d'initiative, soit directement, soit en partenariat avec les syndicats de bassin versant et eau du bassin rennais notamment, pour financer des études et la mise en place d'outils de transformation, d'outils de commercialisation sur les territoires. Je peux par exemple vous citer le montage en cours d'une conserverie collective pour transformer des légumes bio et locaux, ou par exemple sur le pays de Fougères, on a une étude qui est en place pour monter un séchoir trieur pour les cultures de vente, donc pour que les agriculteurs bio en grande culture puissent mieux valoriser leurs produits grâce à ce type d'outils qui seraient sur les territoires. Et l'idée derrière ça, en finançant ce type de projet, c'est qu'en structurant les filières, on va inciter, on va pérenniser les exploitations en bio et puis on peut inciter à la conversion, à l'installation de nouveaux agriculteurs bio et donc globalement développer des surfaces en agriculture biologique. Voilà pour le lien alimentation et qualité de l'eau. Donc, agir sur la qualité de l'eau aussi via l'alimentation. En conclusion, nous, on pense qu'il est essentiel d'inscrire le développement de la bio comme un objectif majeur et prioritaire des territoires à enjeu haut pour réduire les pollutions agricoles. On a de plus en plus de territoires à enjeu haut qui affichent des besoins vraiment clairs pour réduire les pollutions agricoles. Donc, en affichant le souhait d'une sortie des pesticides, en affichant un intérêt pour la diminution des nitrates et pour que les changements demandés aux agriculteurs soient valorisés économiquement, soient pérennes et puis soient reconnus par les consommateurs. Nous, on pense que le développement de l'agriculture biologique répond à ces besoins point par point, grâce à son cahier des charges qui offre une garantie sur la sortie des pesticides. Et puis,
un système qui permet aux agriculteurs de mieux valoriser leur production grâce à un label national, hein, qui est très largement reconnu. Il y a dans les études régulières que mène l'Agence Bio, on sait qu'il y a 98% des Français qui reconnaissent cette marque bio, donc c'est très largement reconnu par les consommateurs. Et on sait aussi qu'en passant en bio, les fermes sont globalement plus efficaces économiquement et puis plus résilientes globalement aux aléas du marché. Nous, on note par exemple qu'on n'a pas de ferme bio qui reviennent en arrière après être passé en bio. Donc, ça aussi garantit une pérennité. Voilà. Pour compléter, pour finir l'argumentaire, on va dire, qu'on a en faveur du développement de l'agriculture bio sur la reconquête de la pollution de l'eau, on a évoqué très rapidement, hein, le coût de la dépollution sur les eaux de surface et les eaux côtières, là, qui s'élève à 54 milliards d'euros. Cette étude ramène également ce chiffre-là aux ménages, puis à l'hectare également. Donc, pour donner des ordres de grandeur sur les zones les plus concernées par l'enjeu eau, donc les zones sur lesquelles on a les plus forts résidus de pesticides et de nitrates que l'on retrouve dans l'eau, on peut monter jusqu'à 498 € par ménage et par an de coûts supplémentaires liés à la dépollution de l'eau. Par hectare, ramené à l'hectare conventionnel, ça représente entre 800 et 2400, toujours en fonction du niveau de pollution des eaux par zone géographique, par hectare conventionnel et par an sur les aires de captage. Et puis un coût par kilo de pesticides qui est quand même extrêmement élevé. Ce sont des molécules qui sont très coûteuses à supprimer ou à faire diminuer dans les eaux destinées à l'eau potable. Et il y a plusieurs exemples, hein, qui ont été conduits sur des territoires. On prend souvent l'exemple de la ville de Munich qui commence à être relativement connue, sur laquelle la municipalité a soutenu financièrement le développement de l'agriculture biologique. Il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place, mais en particulier la prise en charge de tout l'accompagnement technique des agriculteurs qui étaient situés sur le périmètre de protection, et également la prise en charge du contrôle annuel de la certification bio, et en plus une aide à l'hectare apportée à toutes les personnes qui faisaient le pas vers l'agriculture bio. Il me semble que c'était une aide de l'ordre de 280 € l'hectare sur les 6 premières années, puis ensuite 230 € l'hectare sur les 12 années qui suivaient, donc une aide quand même relativement engageante, et qui ramenait au mètre cube d'eau distribuée représentait seulement 0,01 € d'aide apportée aux agriculteurs contre un coût de la dénitrification de l'eau qui s'élève à 0,27 € du mètre cube. Ça, c'est des données qu'on a à partir des usines de dénitrification en France, et donc qui est nettement plus élevé que celui d'un apport financier, d'un soutien financier par la collectivité au développement de l'agriculture biologique. Voilà, on a d'autres exemples de ce type-là. Je pense également à la ville de Lons-le-Saunier, qui a eu une politique similaire et dont le coût de soutien à l'agriculture biologique représentait 1% du budget du service eau de la municipalité, donc qui reste quand même relativement faible compte tenu des résultats significatifs qu'on a derrière sur la qualité de l'eau. Constance, on reprend peut-être les questions s'il y en a. On va procéder à quelques minutes de questions sur les derniers éléments ou sur tous les éléments qu'on a vus depuis une trentaine de minutes. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà, c'est à vous sur les éléments de coût, sur l'argumentaire en faveur de la bio. Est-ce que vous avez une précision, un témoignage là à apporter à ce stade? Je veux bien m'exprimer, René Bouillon, Oui, maire bonjour. de Chavagne, sur effectivement l'intérêt du passage de conventionnel en bio, et notamment avec la juste valorisation des prix et surtout le rôle du consommateur. Parce que aujourd'hui, et d'ailleurs juste avant ce webinaire, j'étais en échange avec un agriculteur
où effectivement, il semble qu'aujourd'hui, eh bien, il y a surproduction de lait bio, par exemple. Les coopératives ne reprennent plus le lait des producteurs bio au prix du bio, mais au prix du conventionnel. Donc forcément, cela a un impact sur les agriculteurs qui se posent des questions, qui envisagent à court ou moyen terme de passer à la transition. Et je pense que là, on a une véritable responsabilité collective. Les consommateurs qui, pendant la crise, ont été satisfaits de trouver des circuits courts et de se remettre à cuisiner et d'aller chercher les bons produits, ont, je crois, assez rapidement oublié ces bonnes pratiques pour revenir à eh bien, au moins coûtant. Donc là, on a une vraie difficulté. Et du coup, ma question, qui n'en est pas vraiment une, mais qui est plutôt un constat, j'ai l'impression qu'on loupe des coches. Je pense que la réforme de la PAC loupe des coches pour l'incitation à la transition en bio, pour aller vers cette agriculture plus vertueuse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait un peu de rétro-pédalage. Et du coup, vous, quel est votre moyen d'action pour justement influer sur les politiques nationales, voire européennes, sur le sujet? Merci beaucoup pour cette question. On va répondre déjà sur la partie filière laitière, peut-être, Laura? Je n'ai pas entendu de question. J'ai l'impression que la vision était plutôt claire de la part de Monsieur Bouillon. Et c'est très, très juste. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui expliquent ce qu'on constate sur la filière laitière, où on a effectivement une partie qui est non négligeable du lait bio qui se retrouve dans les circuits conventionnels et qui est à la fois liée au fait on reçoit encore les arrivages de lait bio qui sont issus des dernières conversions issues de la crise du lait qui ont commencé en 2019. Donc, les dernières conversions de la crise du lait ont eu lieu en 2019 et donc le lait arrive en bio aujourd'hui et la plupart est arrivé au printemps 2021, couplé avec la saison printanière où on a de manière systématique, tous les ans, on a une augmentation de la production laitière au printemps liée au fait que c'est la période à laquelle on a la pousse de l'herbe la plus importante et donc un coût de production du lait qui est faible pour les agriculteurs et donc un niveau de production qui augmente. Donc et en plus avec un contexte météorologique cette année qui était particulièrement favorable à la pousse de l'herbe. Donc on a eu effectivement la double cause, là, à la fois arrivée des dernières conversions, le lait bio qui arrive des dernières conversions commencées en 2019, et puis le contexte printanier qui fait qu'il y a eu une forte augmentation des volumes et un déséquilibre entre la collecte et la capacité de valorisation, principalement par les circuits longs des produits laitiers. Après, il faut être vigilant à l'analyse qui est donnée maintenant, même dans les médias grand public, de dire qu'on n'est pas en capacité d'absorber les volumes de lait bio et qu'il y a une baisse de la consommation de lait bio. On reste sur une augmentation de 15% de la consommation des produits bio et pourtant, cette année, pour la première fois, on communique sur une diminution de la consommation des produits laitiers. Mais cette diminution, elle est comparée à l'année 2020 qui était, et c'est ce que M. Bouillon soulignait, était un peu exceptionnel parce qu'on était sur un moment où le consommateur allait n'allait plus du tout dans ce qui était restauration collective et hors domicile et s'est reporté de manière plus sensible sur les produits de qualité. Et donc, on a eu une très forte augmentation de la consommation des produits laitiers bio sur l'année 2020 liée à ce contexte-là. Et donc, en 2021, lorsqu'on retrouve les habitudes de consommation hors domicile avec des produits moins orientés vers le label bio, en particulier sur les produits laitiers. Comparativement, l'année 2021, il n'y a pas d'augmentation de la consommation par rapport à l'année 2020. Mais si on met ça au regard de l'année 2019, qui est une année beaucoup plus normale, 2021 affiche des chiffres d'augmentation de la consommation des produits laitiers bio. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et après, les leviers qu'il y a aujourd'hui sur la structuration et l'implication des
la structuration de la filière laitière, en tout cas en bio, on a le levier de la restauration collective quand même, où on a toujours l'affichage de l'objectif de 20% des produits bio qui n'est pas atteint, et où là, effectivement, la commande publique peut jouer pour augmenter les débouchés. Il y a toujours garder en tête qu'on a quand même 40% des fermes bio à transmettre dans les 5 à 10 années là en Bretagne, avec une grosse partie qui sont des fermes laitières et pour lesquelles les profils des repreneurs ne correspondent pas à de l'élevage laitier, donc où on attend quand même qu'il y ait une diminution des volumes, une diminution, en tout cas une non-reprise de l'intégralité des volumes qui sont actuellement produits en bio sur ces structures dont les agriculteurs vont partir à la retraite. Et puis après, il y a aussi une grosse responsabilité au niveau de l'interprofession laitière qui aujourd'hui ne joue pas son rôle de promotion des produits laitiers bio. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, au niveau national, le réseau bio essaye d'agir en remettant auprès de l'interprofession son rôle et son devoir et son engagement de promotion des produits laitiers bio sur lequel il y a un petit peu un frein actuellement. Voilà pour ça, pour donner des éléments complémentaires sur la filière lait bio actuellement. Merci. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'en profite pour faire un petit moment de promotion. Il y a une soirée débat avec les laiteries qui sont présentes sur le territoire qui a lieu mercredi prochain à Béton à 20h. Et donc dont l'objectif est vraiment de discuter et d'échanger avec les acteurs de la filière sur la situation qu'on observe actuellement. Donc, on va aller regarder d'un peu plus près maintenant aujourd'hui justement ces fameux leviers d'action avec lesquels on a l'habitude d'agir, mais qui sont pour lesquels on a quand même à cœur de les réajuster, de les réadapter, de les faire évoluer en fonction aussi des acteurs avec lesquels on travaille et des besoins qu'ils expriment. Donc, ce qu'on va vous présenter là, ce sont des exemples d'actions qu'on a l'habitude de mettre en place, mais qui sont tout à fait évoluables, on va dire, et adaptables aux enjeux que vous pouvez rencontrer. Donc, vous avez sur le site là le schéma synthétique, mais lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger le schéma un petit peu plus détaillé et de meilleure qualité également. Donc, on a essayé de classer un petit peu ces leviers d'action en fonction des phases de la vie d'une ferme. Donc, depuis l'installation, en passant par la période en cours d'activité jusqu'à la phase de transmission. Et en fonction de la période de la vie que la ferme va rencontrer, on n'aura pas exactement le même type d'action à mettre en place pour faciliter et accompagner le changement de pratique vers des pratiques qui sont, selon nous, plus vertueuses pour l'environnement dans son ensemble et en particulier pour la qualité de l'eau. Donc, si je commence par la partie phase en activité, parce que finalement, c'est peut-être les actions qui parlent le plus aux agriculteurs des territoires qui sont actuellement installés dans leur système de production. On va avoir toute la phase de mobilisation des agriculteurs qui est vraiment indispensable et sur laquelle aujourd'hui, on peut commencer à rencontrer quelques limites, notamment lorsque les instances territoriales ne disposent pas de fichiers ou de bases de données à jour des agriculteurs de leur territoire et les connaissent peu. Pourtant, c'est vraiment, un point central dans la diffusion des pratiques et des actions qu'on va pouvoir proposer sur un territoire. Et donc là, le rôle des élus nous semble primordial, notamment sur tout ce qui est dialogue direct vis-à-vis des habitants du territoire et en particulier des agriculteurs. Voilà, il y a des exemples de territoires sur lesquels les élus ont pris les devants et sont allés faire du porte-à-porte chez les agriculteurs du territoire pour les convaincre de mettre en place certaines actions. Et on voit que dès lors qu'il y a une proximité dans les échanges et entre les personnes, on a une adhésion beaucoup plus forte de la population agricole pour recevoir les ambitions qui sont fixées sur le territoire. On a également, du coup, ensuite, au-delà de la mobilisation, tout ce qui est diffusion des pratiques de la bio, parce que comme ça a été souligné par Madame de Courcelles, je crois, dans le chat, effectivement, tous les agriculteurs ne sont pas prêts aujourd'hui à faire un passage en bio et nous, notre objectif, c'est de les accompagner progressivement et donc, dans un premier temps, de diffuser les pratiques qui sont issues de la bio de manière à ce que chacun se les approprie à son rythme. Et donc, pour ça, on a tout un tas d'actions qui permettent de diffuser les pratiques.
les fermes ouvertes qui sont mises en place sur les territoires sur des fermes bio et qui donc consistent à présenter le système de production dans son ensemble, aussi bien sur les enjeux techniques que sur les enjeux économiques, que sur les enjeux sociaux qu'on peut rencontrer lors d'un changement de système. Les plateformes de démonstration et les rendez-vous techniques qui vont être des événements qui vont être ciblés sur une pratique en particulier et qui vont être du coup beaucoup plus accessibles à des personnes qui ne se posent pas forcément la question du passage en bio, mais qui vont se poser la question de qu'est-ce que je peux introduire peut-être comme pratique pour faire évoluer les miennes dans le bon sens vis-à-vis de l'environnement. On a notamment les plateformes les plus connues, entre guillemets, qu'on met en place régulièrement, ce sont des plateformes de démonstration de désherbage mécanique du maïs, par exemple, qui mobilise entre 150 et 300 agriculteurs, principalement conventionnels. Nous, la cible qu'on vise, là, c'est les agriculteurs conventionnels. On va avoir ensuite tous les outils qu'on a à disposition pour inciter le changement de pratique et les accompagner, qui vont être essentiellement des diagnostics de changement de système, des suivis individuels des agriculteurs, où là, on adapte effectivement le niveau d'ambition de l'agriculteur en fonction de ses besoins et des moyens qu'il a à disposition au moment où il se pose la question du changement de système. On va également avoir une action qui commence à être, qui est désormais bien reconnue sur l'ensemble des territoires de bassin versant avec lesquels on met en place cette opération, qui est l'accompagnement au désherbage mécanique du maïs, où aujourd'hui, on a une pratique qui a fait ses preuves en termes techniques et qui est facilement, entre guillemets, adaptée à l'ensemble des systèmes de production conventionnels, en particulier sur le territoire, et pour laquelle la réussite de l'opération dépend grandement, là pour le coup, de la mise en œuvre conjointe avec les territoires. Et donc là, en l'occurrence, les territoires concernés sont les territoires de bassin versant qui, pour la plupart, jusqu'à maintenant, prennent en charge notamment le passage d'outils pour les agriculteurs qui introduisent du mécanique dans leur itinéraire technique et qui, là, vient répondre à l'enjeu, je vous ai cité notamment dans les pesticides, les substances de pesticides que l'on retrouve dans la qualité de l'eau, les molécules issues des produits de désherbant en prélevé du maïs. Et donc là, l'opération vise vraiment à supprimer ce passage de produits phytosanitaires et avec un effet direct du coup sur la qualité de l'eau vis-à-vis de cette molécule problématique. On a également, là aussi où on se repose sur le lien qu'on a avec les territoires, la possibilité de créer des groupes de formation et d'échange d'agriculteurs qui voudraient, je vous cite un exemple parmi d'autres, mais à titre d'exemple, sur le bassin versant de la Vilaine Amont, en 2017, on a monté un groupe 30 000 avec des agriculteurs conventionnels du territoire qui voulaient faire évoluer leurs pratiques et qu'on a accompagné du coup pendant 3 ans pour faire évoluer leur système. On a eu quelque chose de similaire qui s'est monté sur le bassin versant du Linon, quelque chose de similaire qui s'est monté également sur la collectivité Couesnon-Marche de Bretagne, où sur ce dernier territoire, on était sur un groupe de conventionnels qui voulaient aller vers la bio progressivement. Et donc, dynamique collective qui a pu se mettre en place grâce au partenariat qu'on avait avec le territoire, qui a joué le rôle de mobilisation des agriculteurs conventionnels avec lesquels nous, on n'avait pas forcément de lien direct, puisqu'on n'était pas sur des personnes qui spontanément se seraient tournées vers nous pour aller vers l'agriculture biologique. Voilà, donc c'est des exemples d'actions pour lesquelles le lien avec les territoires est primordial, parce que nous, c'est vrai qu'on va avoir un lien direct et facile avec les agriculteurs qui spontanément se posent la question d'aller en bio, mais notre objectif, c'est de toucher les agriculteurs qui justement ne se posent pas la question spontanément d'aller en bio ou qui ne sont pas prêts à se la poser tout de suite, mais qui pourraient être prêts au contraire à aller vers l'introduction progressive de pratiques issues de la bio. On a également tout le volet favoriser l'écosystème alimentaire bio et local dont Anne vous a parlé précédemment, avec des actions de facilitation, de mise en marché pour l'alimentation locale, d'études et de diagnostics de marché pour identifier les besoins de développement de produits bio et locaux et les opportunités qui se présentent aux agriculteurs qui pourraient répondre à ce marché-là, et également la structuration des filières avec notamment l'identification des besoins d'outils intermédiaires pour permettre la mise en œuvre et la mise en place d'une nouvelle filière sur un territoire.
Sur la partie installation, donc nous, on considère que l'installation, ça commence quelques années avant l'installation du porteur de projet et cette installation a ensuite besoin d'être accompagnée au moins pendant les 5 ans qui suivent l'installation. Donc là, on a les enjeux, bien évidemment, de susciter des vocations pour être agriculteur bio, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est une transmission, enfin, une exploitation sur 3 qui est reprise au niveau breton pour la continuité de l'activité d'une ferme. Et on a donc besoin d'avoir des porteurs de projets nombreux pour reprendre toutes les fermes bio qui vont être accédées dans les prochaines années. Donc, il y a un gros travail de communication sur les métiers d'agriculteurs qui est à faire là-dessus. Des liens à créer qu'on a commencé à faire là dernièrement sur les structures d'accompagnement de parcours vers l'emploi, que ce soit vers l'emploi agricole ou vers l'emploi en général, pour qu'on promeuve, nous, de notre côté, les métiers de l'agriculture biologique. Et ça peut passer par l'organisation de visites de ferme, des rencontres avec les structures locales de réinsertion professionnelle, des speed dating entre les personnes en recherche d'emploi et des agriculteurs ou des personnes qui travaillent dans le monde de la bio. Voilà, il y a tout un tas d'actions à imaginer sur ce volet-là. Il y a le volet de formation des futurs bio. Aujourd'hui, dans l'enseignement agricole, malheureusement, le volet agriculture biologique reste minoritaire. Donc, on a un devoir de voilà, petit à petit réussir à se faire une place dans ces formations-là pour porter à connaissance des futurs agriculteurs la possibilité d'envisager une installation sous une autre forme d'agriculture que peut-être celle qu'ils auraient envisagée de prime abord. Il y a les mesures de soutien à l'installation. Aujourd'hui, il y a plusieurs collectivités territoriales qui proposent des mesures financières pour l'accompagnement à l'installation. On peut très bien imaginer que ces mesures financières soient conditionnées, par exemple, à la réalisation d'une étude de passage en bio ou à l'introduction de certaines pratiques issues des fermes en bio. Là, pour le coup, les collectivités, voilà, à partir du moment où il y a 1 euro de la collectivité qui est donné, la collectivité est en droit de demander des contreparties et des engagements de la part de la personne qui bénéficie de ce soutien. Il y a suscité la conversion auprès des installations conventionnelles, donc par exemple par le levier que je viens de vous citer, et également ensuite accompagner et pérenniser les installations en bio, parce qu'on a encore effectivement certains projets d'installation où on va être sur des profils non issus du milieu agricole qui ne se rendent pas forcément compte au moment de l'installation de tout ce que ça implique, en particulier en temps de travail. Et donc, la nécessité d'accompagner par des suivis individuels ou en collectif ces nouvelles installations de manière à pérenniser les surfaces en bio qui seront travaillées par ces nouveaux porteurs de projets à l'installation. Et de manière plus ou moins couplée avec l'enjeu installation, on a ce fameux enjeu transmission qui est préoccupant pour nous aujourd'hui parce que le chiffre que je donnais précédemment, c'est 40% des fermes bio de Bretagne aujourd'hui qui sont à transmettre dans les 5 à 10 prochaines années. Et donc là, avec l'enjeu de pérennité des surfaces en bio, comment faire pour qu'aujourd'hui, les surfaces qui ont bénéficié de soutien à la conversion en bio, de maintien à l'agriculture bio, se maintiennent selon ce mode de production-là et qu'en quelque sorte, les aides de l'État et l'argent du contribuable ne repartent pas sur un mode d'exploitation conventionnel et n'aient pas été donnés pour rien, entre guillemets, ou juste pour une courte période. Donc là, il y a vraiment cet enjeu de transmettre les fermes bio en bio avec des questions de stratégie foncière à se poser et avec certains outils qui existent comme le portage foncier, les obligations réelles environnementales, dont il me semble qu'Antoine nous touchera peut-être un mot sur la stratégie qui a été mise en place sur son territoire. Il y a également la question de l'adaptation des fermes bio qui vont être à transmettre, puisqu'aujourd'hui, on a un décalage entre les productions majoritaires des fermes qui sont à transmettre et le profil des porteurs de projets qui arrivent en face, qui vont être plutôt sur des projets de plus petite dimension, sur du maraîchage, des petits ruminants, qui ne sont pas forcément les productions que l'on retrouve sur les fermes
bovins laits qui sont à transmettre en majorité sur le territoire. Donc, il y a la question de comment fait-on aujourd'hui pour adapter ces outils de production qui sont dimensionnés pour des fermes bovins laits en bio au profil des porteurs de projets qui arrivent en face. Et ensuite, il y a tout un travail de repérage pour pouvoir anticiper ces transmissions et les accompagner de toutes les fermes qui vont être accédées dans les 5 à 10 années pour entamer un dialogue avec les futurs cédants en amont de la transmission, puisque c'est une opération qui se prépare au moins 5 ans avant son opération. Et donc là, aujourd'hui, on a une petite lacune sur ce repérage-là. Il nous faudrait idéalement par territoire, un annuaire des fermes qui vont être accédées dans les prochaines années, puisqu'on a l'enjeu effectivement de transmettre les fermes bio en bio, mais également de profiter de cette période de transmission pour réorienter les fermes à transmettre qui seraient selon des modes de production conventionnels vers des systèmes que l'on juge plus favorables à la qualité de l'eau et en particulier des fermes en bio. Comment est-ce qu'on peut rencontrer les agriculteurs conventionnels qui vont céder leurs fermes pour les inciter peut-être à commencer une conversion pour faciliter la transmission de leur ferme et faciliter l'installation d'un repreneur en bio derrière. Voilà, en essayant de brosser tout ça rapidement, parce qu'il y a énormément d'actions qui sont possibles à mettre en place, mais là, vous avez vraiment une synthèse phase par phase de la vie d'une ferme, des enjeux qui sont que l'on a identifiés, nous en tout cas de notre côté, et quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en place, sachant que, voilà, ce que je vous disais précédemment, le catalogue d'actions n'est pas fermé et évolutif en fonction des enjeux locaux et des besoins des personnes avec lesquelles on travaille. Merci Laura pour ce panorama. Donc des actions d'accompagnement au changement de pratique et au développement de la bio. Pour le compléter, si vous avez des questions à ce stade, gardez-les bien. On va compléter par 2 témoignages. A priori, Pascal Hervé nous a rejoint il y a quelques minutes. Est-ce qu'il est bien présent? Est-ce qu'il peut ouvrir son micro? Ah, bonjour. Le micro est ouvert. Le micro et la caméra sont ouverts. Merci d'être avec nous. Je vous ai présenté en introduction, je vais vous le refaire rapidement. Donc, vous êtes élu dans différentes instances, donc Rennes Métropole, vice-président eau, assainissement, GEMAPI, biodiversité et foncier, également vice-président à Eau du bassin rennais, ancien maire de Laillé et ancien agriculteur bio également. Oui, merci. C'est exact. Alors, on va prendre une petite dizaine de minutes. On a 2 ou 3 questions à vous poser et puis ensuite, on pourra ouvrir l'échange avec les participants au webinaire. Question plus sur justement ce portage politique. En quoi vous, en tant qu'élu agriculteur dans vos fonctions, il est important d'afficher la bio comme moyen d'atteindre les objectifs de la restauration de l'eau? Et question sous-jacente, comment lever les freins à l'affichage d'une stratégie bio? C'est des questions qui sont lourdes et complexes, mais je vais essayer d'être le plus succinct possible dans mes réponses. Je pense que, d'abord, c'est évident, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui garantit la protection de notre milieu. Je crois que c'est l'eau, la biodiversité, parce qu'une agriculture biologique, en général, dans son fonctionnement, elle fonctionne sur la diversité, sur la polyculture élevage, et donc ça permet évidemment de favoriser en fait tout l'écosystème de la biodiversité, et en même temps, on le sait, à partir du moment où on est sur des systèmes de production qui sont sur une production diversifiée, et donc avec une sol au niveau des cultures qui est différente que le système très intensif. On a beaucoup plus de prairies, beaucoup plus de production fourragère, et on est aussi en général dans des systèmes qui font que les zones humides, les prairies basses, etc., on les protège et favorise. Donc automatiquement, on sait qu'on a
tous les éléments dans le système qui permettent de faire en sorte que l'eau dans son milieu est protégée, puisse s'épurer avant de s'écouler naturellement, quoi. Ça, donc, c'est la première chose. C'est aussi derrière, en général, dans les exploitations qui sont engagées dans l'agriculture biologique, c'est aussi de la replantation, de la recréation de bocage, de talus, etc., qui sont remis en place s'ils ont été des faits et qui permettent justement là aussi de pouvoir remettre l'eau dans un système de circulation et dans son milieu naturel en connexion avec la nappe, etc., quoi. Donc automatiquement, je dirais, l'agriculture biologique favorise complètement la protection de l'eau, des ressources et de la biodiversité. Ça, c'est ma première Merci pour ce complément réponse. d'argumentaire, oui, qu'on a eu le temps de pas mal détailler sur la première heure. D'accord, je m'excuse. Non, mais c'est tout à fait pertinent et complémentaire avec ce qu'on a déjà évoqué. Est-ce que vous pouvez vous revenir du coup sur comment vous levez, vraiment sur la volonté et le portage politique, comment vous levez aujourd'hui les freins dans vos expériences avec vos différentes casquettes à l'affichage de stratégies de développement de la bio? Alors, je pense que le premier frein, et on le voyait tout à l'heure, c'est vrai, c'est le foncier. Et donc, effectivement, moi, j'ai cette délégation-là, notamment la politique foncière. Et nous sommes au niveau de la métropole aujourd'hui en train de réfléchir, effectivement, pour ouvrir un peu le champ de cette politique foncière sur l'aspect agricole, parce qu'il y a vraiment un enjeu important. Au niveau de la métropole, on a fixé des objectifs, zéro phyto, on a fixé des objectifs, une alimentation saine, une agriculture saine, une alimentation saine, sur une volonté de développer ce principe à grande échelle. Et un des premiers leviers, c'est le foncier. C'est-à-dire que effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, moins jeunes, qui sont porteurs de projets, qui ont envie de s'installer, d'expérimenter le travail en agriculture, mais leur premier blocage, c'est l'accès au foncier, en fait. Et donc, on a cette possibilité-là de pouvoir, nous, organiser du portage, soit à l'appel des communes qui ont eux-mêmes, qui sont interpellées par des projets, des personnes qui veulent s'installer, ou d'une façon plus générale, au niveau de la métropole, cette volonté de développer ce sujet-là. Donc, on a déjà fait des acquisitions. On travaille, on est sur une exploitation qui a été cédée, que l'on a acheté il y a à peu près un an. On travaille avec différentes structures sur comment faire en sorte, sur cette exploitation-là, d'abord, on met en place nous-mêmes là aujourd'hui sa conversion, puisque c'est... On vous entend pas tout à fait bien. Est-ce qu'il serait possible peut-être de couper la vidéo pour quelques minutes? Qui était utilisée en... Monsieur Hervé, est-ce que vous pouvez juste couper la vidéo parce que le son n'est pas très bon? Merci. Oui, vous m'entendez toujours? C'est un peu mieux. Là, ça devrait aller? Oui, c'est parfait. OK. Donc, j'expliquais qu'au niveau de la métropole, on a acheté une exploitation agricole à l'Aillé, notamment, avec un corps de ferme. Donc, c'est une exploitation complète où là, on a un projet de travailler avec différentes structures agricoles pour justement mettre en place des scénarios d'installation, une pépinière agricole, un accompagnement à l'installation. Donc ça, c'est une volonté au niveau de la métropole de vraiment aborder cette question du foncier, de la maîtrise foncière au profit de l'installation. Je le disais tout à l'heure, il y a des communes qui nous sollicitent pour faire du portage agricole et la métropole en fait elle-même. Donc on va avoir un travail à faire aussi avec la SAFER pour qu'on se mette d'accord sur ce principe-là et de développer ce principe-là. La présidente de la métropole a annoncé au moment du congrès bio cette volonté de portage foncier. Aujourd'hui, on a à peu près 300 hectares. Alors, c'était à l'origine des terres qui avaient été achetées pour faire de la compensation agricole
dans le cadre d'expansion de zones d'habitat ou de zones d'activité. Il se trouve que la métropole, lorsqu'on a mis en place notre PLUI, il y avait une volonté des communes et de la métropole de réduire la consommation de terres agricoles, si bien qu'on hérite d'un volume de terres qui n'iront plus non en compensation, parce qu'elles ne vont pas être utilisées à ce titre-là, mais elles sont ces 300 hectares qui sont disponibles là aujourd'hui, qui sont exploités évidemment, mais c'est un volume de terre disponible pour travailler justement sur la réflexion du portage agricole. Et la volonté, c'est de passer à 600 hectares, c'est à peu près ce qu'on a quantifié pour pouvoir favoriser l'installation et vraiment le portage foncier auprès des gens qui sont porteurs de projets, quoi, en fait. D'accord, donc l'acquisition de foncier comme levier important pour développer la bio dans le cadre du projet de sortie de pesticides de Rennes Métropole à horizon 2030. Est-ce que vous voyez un autre levier peut-être ou une autre manière de lever des freins à cet affichage du développement d'une ambition bio sur Rennes Métropole? Je pense qu'il y a un autre travail, mais vous l'avez peut-être cité aussi, qui est en cours. Alors évidemment, je crois que ce qui peut gêner les agriculteurs, c'est les débouchés, c'est-à-dire être sûr d'avoir du débouché sur nos produits. Donc évidemment que ça remet en cause les systèmes de production, parce que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, beaucoup d'exploitations sont dans des systèmes, on va dire, traditionnels de production, et donc on fait une conversion d'exploitation dans ce système-là, quoi, en fait. Si on avait 50 ou 60 vaches, on passe en bio, et on sait qu'au niveau des marchés, aujourd'hui, on est à une certaine saturation. Donc, il y a un accompagnement à faire là aussi dans la réflexion auprès des agriculteurs pour peut-être faire évoluer les systèmes de production et les modifier, mettre en œuvre des modifications. Alors, au niveau de la commune, par exemple, on s'est dit il faut du temps pour un agriculteur pour passer, d'abord intégrer la réflexion, l'évolution du modèle et puis prendre la décision d'aller vers la bio. Il faut vraiment du temps. C'est un travail, c'est un cheminement intellectuel, un cheminement moral aussi. Et donc, on se disait, il y a peut-être il faut peut-être être présent à des moments avant la conversion, en pré-conversion, pouvoir peut-être amener une aide financière et un support technique et puis aussi métier, c'est-à-dire peut-être avoir des groupes de travail, des groupes de réflexion pour pouvoir accompagner ce changement-là. Parce que c'est vrai que c'est pas simple. Moi-même, quand nous, on est passé en bio, et ça fait longtemps, puisque c'était en 1990 qu'on a commencé la démarche, la démarche, la réflexion, on est passé en bio en 98. Donc, vous voyez, il faut du temps dans la démarche. Et ça, il faut un accompagnement. Alors, on sait qu'AgroBio le fait, il faut que les structures le fassent, mais je crois qu'il faut un accompagnement aussi financier à un moment donné, parce que le risque, c'est l'agriculteur qui le prend. Quand il est obligé de modifier son système, tout dépend de quel niveau de modification il est obligé de mettre en œuvre, mais c'est quand même bien les agriculteurs qui le prennent, ce risque-là. Donc, il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là. Et nous, au niveau de la commune, on a budgété une aide à la préconversion en espérant que peut-être une exploitation peut nous solliciter pour dire, voilà, moi, je m'engage dans une préconversion, on fait un contrat ensemble et on va vers la conversion, quoi, en fait. Donc ça, c'est un sujet. On parlait du foncier tout à l'heure aussi, c'est aussi la sanctuarisation des terres agricoles qui sont passées en bio. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter ni admettre que ces terres-là retournent en conventionnel. Donc, il faut trouver là le moyen aussi de faire en sorte que ces terres-là restent en bio, parce qu'il y a eu de l'aide publique quelque part à un moment donné pour qu'elles passent en bio, pour qu'il y ait une conversion. Donc, il faut absolument faire en sorte que ces outils-là restent en place, quoi, en fait. Merci. Et donc, tout le travail autour de la transmission et de la préparation de la transmission. Est-ce que vous pouvez rester avec nous encore un petit quart d'heure, Monsieur Hervé, qu'on puisse interroger Antoine Sadesky à Haute-Paris également,
ou est-ce que vous devez nous quitter? Non, je reste avec vous. Ouais. D'accord. Comme ça, on prendra les questions à la fin des 2 interventions et ce sera plus riche pour les participants au webinaire. En complément du témoignage de Monsieur Hervé, donc Antoine Saliski, vous êtes coordinateur de projet à Haute-Paris. Vous, en tant que première entreprise publique d'eau en France, quels sont les leviers que vous mettez en œuvre pour la restauration et la préservation de l'eau, qui sont en faveur du développement de l'agriculture biologique? Alors, c'est un ensemble de leviers et du coup, ça recoupe un peu ce que disait Monsieur Hervé, c'est-à-dire que il y a plusieurs façons d'accompagner les agriculteurs vers des systèmes qui protègent l'eau et notamment vers le bio. Et ces leviers, ils sont complémentaires, ils s'alimentent les uns les autres et c'est vraiment essentiel d'agir sur un peu tous ces leviers plutôt que sur un seul pour lancer vraiment une dynamique sur les territoires. Donc nous, ça fait une trentaine d'années qu'on travaille avec les agriculteurs pour faire évoluer les systèmes agricoles sur nos aires d'alimentation de captage. Et c'est ça qu'on a essayé de développer. Donc il y a 4 leviers un peu, ou 4 grands types de leviers. L'accompagnement technique qu'on fait sur nos territoires avec à chaque fois une personne dédiée à l'animation. Donc il y a une personne, on va dire en termes de ratio, ça fait à peu près une personne pour 25 000 hectares de surface agricole. Et donc cet accompagnement technique, c'est des diagnostics d'exploitation, des diagnostics de passage au bio, des journées organisées sur des fermes en bio, ou alors on travaille pas que sur le bio, nous, on travaille aussi sur les systèmes conventionnels économes en intrants. Donc ça peut être des démonstrations de techniques, de culture, de nouvelles cultures. Ça peut être des journées d'échange. On utilise aussi plusieurs outils techniques pour mesurer un peu les effets des changements de pratique, et notamment des fuites de nitrate, des reliquats d'azote dans le sol. Donc il y a tout ce volet accompagnement technique pour donner un peu les clés de la transition. Il y a l'accompagnement financier qui est aussi très important, comme le disait Monsieur Hervé. Et cet accompagnement financier, on l'a porté avec les MAE pendant plusieurs années. Maintenant, comme sur beaucoup de territoires, ces MAE-là, elles se sont un peu essoufflées, voire beaucoup. Et on a eu beaucoup de désengagement du fait des difficultés administratives, de l'instabilité des cahiers des charges, etc. Et du coup, en 2018, on a choisi de créer notre propre dispositif d'aide qui, du coup, s'est concrétisé en 2020. Donc, c'est un paiement pour service environnemental qui est basé sur le principe des aides d'État. Donc, on a notifié auprès de la Commission européenne pour pouvoir accorder des paiements directs aux agriculteurs. Et c'est des mesures un peu package dans lesquelles l'agriculteur s'engage à un changement global de système sur toute son exploitation, avec une réduction forte des nitrates, de la fertilisation et des pesticides. Et on a notamment une mesure bio, évidemment, déclinée en une mesure bio-élevage et bio-grande culture. Et donc, ça, c'est un peu une action phare de notre accompagnement, justement, et qui a plutôt du succès, puisque là, on a dépassé nos cibles en termes d'engagement l'année dernière et puis cette année. Et puis, pour continuer sur les leviers, il y a le levier du développement des filières qui est aussi super important. Et Monsieur Hervé parlait de la pérennisation des systèmes bio, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Et là, les filières sont vraiment cruciales, que ce soit l'amont ou l'aval, donc de la semence jusqu'au consommateur. Et donc, je parlerai peut-être d'une expérience, d'un projet en tout cas, qu'on a mené avec des agriculteurs bio de la vallée de la Vanne, qui est un de nos territoires sur lesquels on a vraiment ciblé notre animation et notre accompagnement 100% sur le bio. Et donc, s'agissant des filières, nous, on travaille effectivement sur la fourniture de semences bio, sur le stockage des cultures bio, et puis sur les débouchés économiques et la vente, et notamment en circuit court et localement.
Et après, il y a un quatrième levier qui est plutôt tout ce qui concerne l'aménagement du territoire et en particulier les actions foncières. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait, nous, des acquisitions foncières sur nos territoires d'alimentation de captage avec deux objectifs, soit de protéger des zones très vulnérables avec de la remise en herbe. Donc, c'est des zones qui restent toujours consacrées à l'agriculture. Et puis, donc, soit effectivement des zones très vulnérables, je disais, soit des zones alors, qui sont quand même très importantes pour la qualité de l'eau, mais qui concernent des fermes entières. Hein, on acquiert comme ça des surfaces assez importantes qui permettent ensuite de soutenir une installation en bio ou une conversion en bio ou une transmission même d'exploitation bio. Donc, toujours pour assurer soit la pérennité de surfaces en bio, soit pour faciliter une conversion et aussi faciliter l'installation d'exemples vertueux à l'échelle du territoire. Voilà en résumé un peu tous les leviers qu'on va pouvoir mettre en place. Alors après, je peux parler d'exemples un petit peu, enfin, soit on rentre un peu dans le détail, soit j'enchaîne sur des exemples de démarches. Peut-être sur la marque de territoire dont vous parlez, il y a une vidéo sur le site qui explique bien Ouais. la manière dont vous l'avez mis en place. Donc peut-être juste un ou deux mots et après nous donner un exemple plutôt sur la partie acquisition foncière peut-être. Ouais, alors je sais pas si vous voulez regarder la vidéo tout de suite ou vous avez prévu de la mettre ou pas, non? On va Non, pas avoir d'accord. le temps de la passer. Ok, ouais, effectivement, on a avec un groupement d'agriculteurs de Lyon, on a mis en place une collaboration avec les cantines scolaires parisiennes. D'abord avec le 11e arrondissement, puis maintenant ça s'étend à d'autres arrondissements. L'idée, c'était de fournir un débouché économique pérenne à ces agriculteurs parce que alors c'est une chose de trouver des débouchés pour les productions. Le problème, c'est qu'en grande culture, il ne suffit pas de faire un magasin à la ferme ou de vendre quelques paquets de pâtes et de lentilles dans le carrefour du coin parce que c'est des volumes qui ne sont pas assez importants. Et là-dessus, la restauration collective, du coup, c'est un débouché vraiment très intéressant parce que ça se chiffre en tonnes de lentilles ou de pâtes ou d'huile, etc. Donc, avec un portage politique quand même, du coup, puisqu'on en a parlé, avec un soutien des élus assez fort du 11e arrondissement, on a réussi à initier cette démarche. Donc, c'était un groupe d'agriculteurs qu'on avait accompagné déjà dans la transformation de leurs produits et dans la structuration économique de leur association, qui s'appelle Terre du Pays d'Hôte et qui a donné naissance à une marque qui s'appelle Terre du Pays d'Hôte également. Et pour les accompagner vraiment pour que leur démarche soit professionnelle et que leurs produits correspondent aux critères qui peuvent répondre à des marchés publics. Et ensuite, on a réussi à passer donc déjà une expérimentation avec la Caisse des écoles du 11e, puis un marché public en 2018 avec un critère lié à la qualité de l'eau. Et donc, ces agriculteurs, depuis, fournissent des pâtes, des lentilles, des huiles, des pois chiches, etc. Aux cantines scolaires du 11e, puis du 10e arrondissement. Et maintenant, ça s'étend à d'autres arrondissements. Donc, c'est une démarche qui est vraiment très intéressante et qu'on aimerait pérenniser, mais en plus développer sur d'autres territoires, sur d'autres productions éventuellement. Avec un cahier des charges 100% bio? Oui, alors c'est 100% bio, même si, si je me souviens bien, dans le marché initial du 11e, c'était pas forcément fermé à d'autres productions durables. Mais de fait, le groupement qui a répondu, c'est que des agriculteurs bio. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. On va peut-être vous poser une ou deux questions à tous les deux, donc Monsieur Hervé et vous. On n'a pas beaucoup parlé de la manière dont on mobilise les agriculteurs et du dialogue, de la notion du dialogue avec les agriculteurs conventionnels ou bio. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire l'un et l'autre? Alors, si vous voulez, moi, je veux bien intervenir. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez, dans le webinaire, parlé de terre de source, qui est un peu le même modèle
ce qui vient d'être développé à Haute-Paris. Hein. On est vraiment aussi dans les mêmes mécanismes que l'on met en place sur les captages prioritaires, etc., etc. On l'a Donc, il y a mentionné vraiment… juste. Pardon? On l'a Vous juste l'avez mentionné. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, s'il y a des questions, en tous les cas, éventuellement, je pourrais répondre. Je pense qu'il y a, en fait, il y a nécessité de mobiliser les agriculteurs. Et comment est-ce qu'on peut les mobiliser? Je fais partie aussi, en fait, de l'EPTB Vilaine. Hein, c'est un établissement public de bassin qui concerne tout le bassin de la Vilaine. Et justement, tout l'enjeu, c'est la protection de l'eau, en fait, hein, parce qu'on n'a que 3% de nos masses d'eau en bon état écologique au niveau de l'île-et-Vilaine. Et donc, c'est un enjeu majeur, et l'ensemble des EPCI de la Vilaine ont bien compris l'importance de lancer des plans d'action qui soient beaucoup plus ambitieux que ce qui a été fait jusqu'alors. Et donc, ces plans d'action-là passent de toute façon par une action essentielle sur les pollutions diffuses. Et donc, les pollutions diffuses, c'est évidemment le monde agricole. Donc, l'ensemble des maîtrises d'ouvrages associés agricoles ont été rassemblés pour travailler sur ce sujet-là. Et il y a vraiment une volonté de mobiliser en fait l'ensemble des agriculteurs sur ce sujet-là. Et un des moyens, à mon avis, qui est important, c'est de développer des éléments de compréhension de l'eau dans son milieu naturel. Comment fonctionne l'eau dans son milieu naturel? Et à partir du moment où on perturbe, qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait? Parce que je pense qu'il y a un manque de savoir voilà, qui est, même moi, hein, je veux dire, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément parce que c'est quelque part, ça ne se voit pas. Donc ça, c'est déjà un des éléments, c'est la formation et l'information, quoi. Et partager ça au grand public et partager ça avec l'ensemble des agriculteurs pour bien montrer que notre action, que l'on fasse de l'aménagement urbain, que l'on fasse du travail dans les exploitations agricoles, on peut perturber le milieu, quoi, en fait, hein, et que c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne. C'est déjà un des points, une des clés pour pouvoir mobiliser les personnes pour mettre en œuvre des projets de modification des aménagements que l'on fait, en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment la première clé. Monsieur Sadisky, peut-être Ouais. un ajout sur le dialogue et donc toute cette coordination avec les échelles territoriales, les EPCI et les communes. Oui, ce qui est important, enfin, c'est effectivement d'instaurer sur les territoires, d'arriver à instaurer un dialogue sur l'eau et sur le changement de système, et aussi d'instaurer une relation de confiance et de collaboration avec les agriculteurs, et de proposer des choses, donc pas non plus d'imposer des choses, et d'associer les agriculteurs à la réflexion, à la construction des dispositifs et aux échanges aussi, parce que ça les intéresse aussi d'échanger entre eux sur leurs pratiques. Parfois même, ça les intéresse plus qu'échanger avec nous, ce qui est un peu normal. Nous, par exemple, là, sur notre dispositif de paiement pour service environnemental, on a beaucoup travaillé avec les agriculteurs du territoire pour les construire et pour s'assurer qu'ils étaient bien adaptés aux spécificités de nos territoires. Donc après ça, cette relation, elle se construit aussi sur le long terme. Ça se fait pas en un an. Et c'est vrai que du coup, notre présence à long terme là sur nos territoires, ça aide beaucoup à instaurer une sorte de petit réseau, et puis d'avoir une dynamique de territoire. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, on commence ce qu'on fait commence à se savoir, commence à intéresser les uns et les autres, parce que tiens, il y a le voisin qui est passé en bio, tiens, il y a le voisin qui fait ci ou ça. Du coup, ça m'interroge un peu plus que si c'est quelque chose qui vient qui est vertical, quoi, qui vient du haut. Merci beaucoup. On va passer aux questions des participants. Et sur la notion de l'accompagnement du changement du monde agricole, on vous renvoie au webinaire de 2 heures qu'on a réalisé sur le sujet et qui est sur le site. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des compléments pour Monsieur Hervé, Monsieur Sadesky? Voilà, la parole est à vous. N'hésitez Oui. pas. Oui.
Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je suis élu d'une petite commune du pays de Château-Giron. Je reviens juste sur le schéma que vous aviez présenté tout à l'heure, et puis ça rejoint aussi un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur l'accompagnement sans forcément passer à la conversion, mais il y avait des propositions de désherbage manuel du maïs, etc. Un des problèmes qu'on a, et nous notamment dans notre commune, qu'on va dire urbaine, c'est justement c'est le maïs en lui-même, quoi. C'est-à-dire que si on veut, sans forcément aller vers le bio, je sais qu'il y a d'autres structures qui travaillent là-dessus pour mettre en avant les systèmes herbes, comme la CIVAM, je crois. Mais c'est vraiment vers ça qu'on doit aller. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser du maïs, en gros, et arriver à ces systèmes herbes. Mais ça pose un autre problème qui avait été mis dans le schéma, mais qui n'a pas été détaillé beaucoup, c'est le problème du foncier, pour le coup. Parce que le pâturage, ça demande de la surface. À un moment où les terres agricoles sont rognées par et l'urbanisation, l'industrialisation. Et nous, on a le cas dans notre commune avec un projet d'extension en impact d'activité sur des terres agricoles, par exemple, voilà, qui empêche le développement de ce type d'élevage, quoi. Voilà. Merci. Peut-être Laura, tu peux remettre le schéma sur l'ensemble des actions donc, liées et au changement de pratique et au développement de la bio. Et qui souhaite rebondir sur le sujet du maïs? Moi, je veux bien juste. C'est vrai qu'il serait souhaitable qu'il y ait une diminution importante du maïs sur le département, tout simplement parce que aujourd'hui, dans l'eau, dans les endroits où il y a dans nos rivières, on retrouve du métallochlore, hein, qui est le désherbage du maïs, et notamment toutes les dégradations de ces molécules, quoi, en fait, hein, et que ça va poser un problème sur les usines de potabilisation à un moment donné, puisqu'on est obligé de renforcer le traitement pour faire face à ces problèmes-là. Enfin, donc, il faudrait diminuer fortement en fait les surfaces de maïs dans notre département et en même temps pratiquer effectivement du désherbage mécanique de façon beaucoup plus importante et développer ces techniques-là, en fait. Mais je ne pense pas qu'en diminuant le maïs, on diminue nos capacités à produire, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, si on met des luzernes, de l'herbe, etc., ça produit aussi à l'hectare des volumes qui sont assez conséquents. Et voilà, ce n'est pas la même source d'alimentation, puisque le maïs, c'est essentiellement de l'énergie, or que l'herbe, on est sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, quoi, en fait. Ça a l'avantage, la deuxième chose, c'est qu'on achète moins de correcteurs azotés, ce qu'on appelle les tourteaux de soja, hein, qui sont importés, et voilà, et on sait dans quelles conditions ils sont produits en général. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite abonder sur le sujet? Peut-être Laura, sinon on passe à la question suivante. Oui, René Bouillon, Archavagne, je veux bien, et c'était pour revenir sur les propos de Pascal et sur la pérennisation des terres bio et des fermes bio, et puis sur la transmission, les questions de transmission, donc l'action sur le foncier. On a déjà eu l'occasion d'en échanger ensemble, puisque l'expérience de l'Aillé m'intéresse particulièrement. Je trouve qu'il y a des difficultés, alors, parce que je connais sans doute moins que Pascal le monde des agriculteurs. Je trouve que, et j'ai eu le cas récemment sur la commune, des transferts de terres d'exploitant à exploitant au moment du départ en retraite qui se font sans que ce soit réellement public et où la collectivité l'a appris a posteriori. Donc, comment peut-on faire pour justement se positionner, avoir une instance de concertation locale qui permettrait
surveiller, de savoir exactement comment les choses se passent, puisque là, il ne s'agissait pas de vente foncière, donc la SAFER n'était pas dans la boucle, c'est juste un exploitant qui cesse son activité et la transmission s'effectue visiblement de main à la main avec des agriculteurs. Et donc là, je me sens un peu démuni, moi, pour intervenir, justement, alors que peut-être il y avait des agriculteurs, et bio notamment, qui pouvaient être intéressés par ces terres qui étaient idéalement placées, qui plus est. Merci. Qui souhaite réagir? Moi, je peux bien intervenir un petit peu s'il y a des personnes qui ont des compléments qui les amènent. En fait, effectivement, quand il n'y a pas de vente de terre, il n'y a pas de mutation, donc on n'a pas forcément l'information. Parce qu'aujourd'hui, on a un contrat, la métropole a un contrat ou une convention avec la SAFER qui nous permet effectivement d'avoir un peu une veille foncière, quoiqu'on ne l'a pas toujours de façon très claire. Enfin, bon, bref, en tous les cas, il existe quelque chose, mais en ce qui concerne des terres qui changent de main en fait et qui sont loués, en fait, les agriculteurs font une demande d'autorisation d'exploiter et il y a une commission départementale qui a des critères d'attribution qui va attribuer plus à l'un ou plus à l'autre suivant qu'ils répondent aux critères, quoi, en fait. Hein. La bio n'est pas un critère forcément primordial. Elle en fait partie, mais ce n'est pas un critère primordial. Donc déjà, ça pourrait être travaillé, revu en commission départementale et sans doute avec les structures chambre d'agriculture. Ça, c'est un point. Mais c'est vrai qu'il y aurait besoin d'avoir un peu plus de lisibilité au niveau de nos communes à ce niveau-là, quoi. Nous, on a eu des agrandissements qui se sont faits comme ça parce qu'il n'y avait pas de candidats. Et donc, il y a des exploitations qui s'agrandissent, qui n'ont pas besoin de s'agrandir, mais il n'y a pas de candidats, donc elles reprennent les terres quand même, quoi. On est vraiment dans des choses qu'on maîtrise très peu, et on sait que l'agrandissement est complètement contraire au projet agricole qu'il faut que l'on porte, quoi, en fait. Et ça, c'est parce qu'il faut qu'on revienne sur des exploitations, comme je disais tout à l'heure, polyculture, élevage, et l'agrandissement, c'est le contraire. C'est vraiment c'est la monoculture et l'élevage industriel en général. Donc, il faut absolument qu'on trouve les moyens, effectivement, d'inverser la tendance. Et là, c'est pas facile, quoi. Il va falloir qu'on ait de grosses discussions avec l'ensemble des parties prenantes, hein, de l'agriculture, et notamment la Chambre d'agriculture, pour qu'on puisse trouver des solutions pour inverser la tendance. Merci. Quelqu'un, Elisabeth, je suis désolée, je ne vois pas votre nom de famille, Maigret, oui, vous souhaitez intervenir? Oui. Bonjour Pascal. En fait, moi j'ai une question par rapport au repérage en fait des fermes en fait à céder, parce que pour moi la transmission c'est vraiment un sujet vraiment très très important en fait sur nos territoires. Le repérage en fait agro-bio, en fait comment vous travaillez, parce qu'en fait moi j'ai l'impression que les repérages sont faits par agro-bio, la chambre d'agriculture, la SAFER, des petites structures comme la CIVAM, mais il y a le lien entre tout ça, en fait j'ai du mal à le voir moi en tant qu'élu. Peut-être que je peux répondre rapidement là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité complète et opérationnelle, on va dire, pour avoir une action efficace auprès des fermes à céder. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille et qu'on doit faire conjointement avec l'ensemble des structures qui repèrent et qui identifient ces personnes-là. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repère les agriculteurs avec lesquels on travaille qui sont près de leur période de transmission, et on travaille conjointement avec le CIVAM installation de transmission départementale pour la formation des agriculteurs qui sont proches de la retraite. Mais ce n'est pas suffisant si on veut vraiment anticiper les transmissions et profiter de ce moment-là pour réorienter les systèmes. Et moi, je pense qu'il y aurait légitimité à ce qu'il y ait une structure neutre territoriale qui centralise quelque part
les remontées de terrain de toutes les structures qui voient des personnes différentes et des agriculteurs de différents bords sur le territoire, et qui soient en capacité de peut-être coordonner quelle structure va aller rencontrer quel agriculteur qui est proche de la transmission pour faciliter, pour anticiper en tout cas le changement. Et c'est vrai que nous, on a une vue restreinte, on a la vision des agriculteurs bio, effectivement, qui vont passer en bio, ce qui est déjà énorme parce que c'est ceux sur lesquels on veut préserver les terres en bio, mais on n'a pas la visibilité sur toutes les autres structures pour lesquelles on pourrait profiter du moment de la transmission pour accélérer le changement. Peut-être pour ajouter un complément, c'est le projet du Val d'Ille-Aubigné dans son futur projet alimentaire de territoire, d'avoir cette coordination au niveau du territoire, au niveau de la chargée de mission agriculture du territoire. J'ai vu Christelle Ménard est passée, mais elle est repartie. C'est dommage, elle aurait pu nous apporter quelques compléments. Et de faire cette centralisation des repérages qui sont effectués par les différentes structures qui n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens pour les mettre ensemble. Et voilà, elle pourrait dans son travail sur l'installation en bio et sur les transmissions de manière générale, faire ce travail-là. Donc, j'espère que dans un futur proche, dans un futur webinaire sur le foncier, on pourrait les faire intervenir sur ce sujet-là. Oui, et on y réfléchit pour 2022. Jean-Paul Vichard, une question ? Oui, ça peut être le rôle des communes en fait de faciliter en fait ce repérage amont, parce qu'en fait, si on ne travaille pas en amont, on se trouve effectivement face à la situation que décrivait Pascal tout à l'heure, dans laquelle on a une succession qui se fait et on n'a pas en fait n'importe quel candidat qui reprenait la ferme aurait été prioritaire par rapport en fait à une extension de fermes qui était déjà conséquente, existante, quoi, dans le cas que c'était Pascal. Et souvent, c'est un manque de travail amont. Hein. Et par contre, la commune, de par sa proximité, normalement, elle devrait, après, il faut qu'elle s'y intéresse, mais elle doit savoir quels sont les agriculteurs qui sont en passe en fait de partir. Et ça se fait, il faut au moins travailler 5 ans en amont, quoi, pour préparer cela, quoi. Merci pour cette intervention. Il est 12h01. On peut peut-être prendre une toute dernière question ou remarque ou commentaire ou réaction, s'il y en a une. Côté participants. Oui, Thierry Panager. Oui. On voit bien, il y a une dizaine d'années, en effet, le développement du bio au travers de la CAB et de la MAB se faisait au niveau de l'exploitation. Donc, en effet, aller vers le plus grand nombre d'exploitations en bio. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté d'aller développer du bio sur des territoires entiers. Alors, on le voit bien avec les aires d'alimentation des captages, avec les PSE, hein, et puis auparavant avec les périmètres de protection des captages qui avaient été acquis en pleine propriété par certaines collectivités. Mais je pense qu'il y a aussi, entre le niveau national, en effet, dont on est tous conscients ce serait idéal qu'il agisse plus fortement. Bon, là, il y a eu une action forte, on le voit bien. Hein, Joël Labbé nous a fait gagner 20 ans, hein, et des milliards sans doute. Mais entre le niveau très local et le niveau national, il y a aussi un cadre régional. Je pense en effet au conseil régional qui, au travers de la Brescop et les services de l'État aussi, au travers du SRADET, ont bien affiché une volonté de sortie des pesticides en Bretagne à l'horizon 2040. Donc ça, c'est un cadre quand même sur lequel on peut baser un certain nombre d'actions. Et pour en citer une plus précisément, hein, le ministère de la Santé, par sa structure régionale, l'Agence régionale de santé, a mis en place un plan régional de santé, environnement, et donc qui vise en effet à améliorer la qualité de l'eau, mais aussi améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité de l'alimentation, et donc aller vraiment sur ces 3 sujets vers du bio. Et donc, il y a des appels à projets tous les ans, et donc l'ARS Bretagne est très volontariste pour aller mettre en place des expérimentations, à soutenir financièrement des expérimentations. Alors, il y en a une qui est prévue, hein, sur la chaise à Saint-Urial, hein, voilà, qui est encore en discussion, hein, mais voilà, pour que tout le territoire, tout le bassin versant, là, c'est des petits bassins versants, soient en effet convertis tout en bio,
Il y a un autre exemple, par exemple, il y a Belle-Île-en-Mer, hein, qui est un territoire plus typé encore, hein, qui, au travers du CPIE, hein, Belle-Île-en-Mer veut convertir en effet tout Belle-Île en bio. Donc nous, l'Agence régionale de santé est prête en effet à financer, à soutenir des porteurs de projets locaux comme ceux-là, hein, les deux exemples que je donne. Et donc ça permet en tout cas ces expérimentations sur un territoire large, qui reste petit, hein, à l'échelle d'un petit bassin versant, mais de montrer en effet en combien de temps on va pouvoir, en faisant une conversion au bio de tous les agriculteurs locaux, en combien de temps on va obtenir une eau de qualité, une alimentation de qualité. Et ça, même si on sait qu'en effet, ça ne devrait pas tarder, hein, c'est l'histoire de quelques années ou une dizaine d'années. Je pense que ça vaut le coup, en effet, de mener ces expérimentations-là. Donc, bien regarder sur les appels à projets tels que ceux-là. Il y a aussi les appels à projets, hein, Ecophyto 2, mais bon, voilà, c'est une petite piste, en effet, de travail que je souhaitais, en effet, mentionner, qui est, en effet, sous la coupe potentielle des élus. Merci beaucoup. Il est 12h05, malheureusement, on va devoir se quitter, même s'il y avait certainement encore beaucoup d'échanges. Donc, on a parlé de portage politique, d'importance d'expérimentation, de coordination entre les différents projets de territoire et les différents outils de planification. On vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Hervé et Monsieur Skadeski pour vos interventions qui sont venues enrichir nos échanges. Ce webinaire sera disponible en replay si vous voulez le faire suivre autour de vous d'ici une semaine. Et puis, on prépare côté Agrobio les thématiques de nos prochains webinaires sur 2022, certainement autour des enjeux climat et des enjeux du foncier qu'on n'a pas vraiment eu le temps de détailler aujourd'hui et qui sont vraiment, qui est vraiment un enjeu majeur. Est-ce que quelqu'un veut dire encore un mot, peut-être Laura ou Anne? Et puis, on va vous souhaiter un excellent appétit. Tu as très bien fait la conclusion. Moi, je retiens quand même, ce qu'on voulait mettre en avant ici, c'était l'importance de connaître les arguments, en tout cas en faveur du développement de la bio et des pratiques qui en sont issues pour la reconquête de la qualité de l'eau et que vous soyez à l'aise du coup pour pouvoir porter une stratégie de développement, en tout cas de la bio et de ses pratiques à votre échelle, que ce soit à l'échelle communale, intercommunale ou de bassin versant, et également mettre en évidence l'importance de la coordination entre les différentes démarches qui se font à différentes échelles, mais qui se superposent parfois. Voilà, Constance évoquait les outils de planification, mais voilà, être bien conscient que quand on met en place des actions ou des politiques en faveur du développement de la bio dans le cadre d'un PCAET, il y a également des choses qui se font dans le cadre du contrat de territoire sur lequel votre collectivité est située. Voilà, bien penser à fédérer ces forces-là et à essayer d'aller dans le même sens. Voilà, on est à votre disposition suite au webinaire pour parler de vos projets, de vos ambitions si besoin est. Un grand merci, un très bon appétit à tous et belle journée.